The Crow de Rupert Sanders avec Bill Skarsgård, F.K. Twigs et Danny Huston entre autres. C'est l'histoire plus ou moins originelle du roman graphique de éponyme et plus ou moins un remake du premier film qui raconte en fait l'histoire d'un mec avec une vie un peu chaotique qui va rencontrer une femme avec une vie aussi un peu chaotique, sauf que cette femme trempe dans des affaires pas nettes avec un mec qui est très puissant au pouvoir même surnaturel qui est en fait pourchassé par ce groupe, sauf que quand le héros rencontre cette femme il n'a pas conscience de tout ça et du coup en fait ils tombent amoureux tous les deux, ils commencent à vivre ensemble pendant un certain laps de temps, ils sont amoureux et donc le passé de cette femme va les rattraper. Ils vont se faire choper tous les deux et ils vont se faire tuer. Suite à ça, le personnage principal va faire un tour dans des sortes de limbes où il va faire une sorte de pacte avec on ne sait quelle entité pour revenir sur Terre, revenir d'entre les morts et se venger de ceux qui l'ont tué lui et surtout celle qu'il aime. En échange de quoi, il pourrait peut-être retrouver la femme qu'il aime. Alors, le film, en vrai, il a pas grand intérêt. C'est vraiment une histoire de vengeance basique, il y a, en termes d'émotion, de tout ce que vous voulez, enfin, je trouve que ça vole pas très haut, je sais pas le roman graphique, ce que ça valait à la base. Le type un peu immortel, donc, qui revient d'entre les morts et qui, vraiment, littéralement, peut se prendre des balles, et des coups de couteau et tout ça, il ne meurt pas. Alors, c'est cool pour le personnage, moi, en soi, j'ai toujours aimé le personnage de The Crow, avec son maquillage comme ça, mais quand on regarde bien en vrai, je trouve qu'il n'y a pas trop d'intérêt. Alors là c'est sur un film ça va, parce que je me rappelle qu'il y avait une série The Crow, que je regardais un peu, j'étais petit, et en fait quand on regarde là dans le film, je l'ai apprécié, j'ai apprécié le regarder, la première partie du film, ça construit l'histoire d'amour qu'il y a entre les deux personnages, et de toute façon c'est ça qui est dur dans un film, c'est arriver à construire une histoire d'amour entre deux personnages. En général ça se fait sur tout le film, et ça il y a une apothéose à la fin. Et là le problème c'est que pour commencer entre guillemets l'histoire du Crow, avec le mec qui revient d'entre les morts, il faut d'abord expliquer pourquoi il devient comme ça. Et du coup, là, au lieu que ça soit expliqué dans le film, ou que dès le début on le voit amoureux avec une femme, en fait non, on nous montre l'histoire de la femme, l'histoire du mec, comment ils se rencontrent, etc. Donc du coup ça va vite dans le film, même si ça doit mettre peut-être en vrai 40 minutes, voire même 1 heure, mais c'est quand même trop peu pour que nous en fait on y croit. En fait, c'est ça qui est bizarre. Et je trouve qu'ils s'en sortent pas mal. Ils essaient quand même de montrer qu'il y a un petit temps qui se passe entre leur rencontre et le moment où ils se font buter. Mais voilà, c'est un peu délicat, quoi. On n'est pas bouleversé par le fait que la femme qu'il aime se fasse tuer devant lui. Donc ça, c'est pour ça que c'est difficile, mais voilà, c'était de base galère à faire. Mais voilà, du coup, je trouve que le film, il a le plus intérêt dans la deuxième partie, c'est-à-dire la partie vengeance où le mec, il revient pour buter tout le monde. Et là, il y a un côté très défouloir ludique où il y a vraiment du sang à profusion, des coups il se bat à l'épée, elles sont vraiment jouissives les scènes je trouve. Donc voilà, ce côté-là, moi je l'ai trouvé vraiment cool, intéressant, voilà, enfin c'est vraiment un film, il y a pas à réfléchir. Le combat final contre le boss, c'était bof quoi, sans plus. Et voilà, en fait ce que je veux dire c'est que ce film, tu le regardes juste pour la deuxième partie jouissive, parce que en fait, il n'y a pas d'intérêt. Non seulement l'élément déclencheur qui fait ça, on y croit entre guillemets pas trop parce que ça fait pas longtemps qu'on voit le film et que l'histoire d'amour se construit vite, mais aussi parce qu'après le mec il est immortel. Et donc en fait, quand il revient se venger, il y a zéro suspense, zéro stress, zéro pression. Il se prend 2000 balles dans le corps, il se prend des coups de fusil à pompe, il se prend des coups d'épée et tout ça, il régénère en 2 secondes. Donc en fait, il y a vraiment, on n'a pas de pression pour lui, on sait qu'il va buter tout le monde. On regarde le film, mais en fait, il n'y a aucun enjeu dans tout le film. C'est ça qui est malheureusement un peu dommage, mais j'ai envie de dire, c'est le personnage qui veut ça, quoi. Donc voilà, le film, il a pas vraiment d'intérêt, je le conseille pas forcément, mais pourtant, j'ai pas trouvé que c'était un mauvais film. J'ai trouvé quand même agréable à regarder. Donc voilà, à vous de vous faire votre opinion. La belle affaire de Nadja Brunskork avec Sandra Hüller, Max Riemelt et Ronald Zerfeld entre autres. Désolé pour les prononciations allemande. Ça raconte, alors c'est inspiré d'une histoire vraie, mais bon là c'est bien romancé dans le film, donc ça raconte l'histoire d'un groupe de personnes qui vivent donc la période d'après chute du mur de Berlin, donc ils sont toujours en RDA, Allemagne de l'Est, l'ouverture s'est faite, donc les échanges commencent, et en fait c'est des gens qui ont la quarantaine, mais qui ont un passé plutôt jeune révolutionnaire quoi. Et du coup, à un moment donné, je sais plus par quelle raison, ils arrivent à s'infiltrer dans un ancien bunker où
ait stocké une quantité astronomique de Dutch Mark, c'est la monnaie allemande de l'époque, mais qui en fait n'ont plus de valeur. C'est-à-dire que voilà, alors ça non plus, je sais pas pourquoi. Et donc en fait, eux, c'était surtout l'adrénaline de s'infiltrer dans un bunker, parce qu'il y a quand même une sécurité et tout ça, et de voler des billets de banque, mais même eux, ils le font limite pour le fun, parce qu'ils savent que ces billets n'ont pas de valeur. Sauf que, en fait, si, ils ont genre 3 jours pour remettre les billets à la banque, les anciens billets, pour les convertir en nouveaux billets. De là, comme ils ont une somme astronomique, ils vont demander en fait l'aide à leurs voisins, de les aider à écouler ces millions d'anciens Dutch Mark. Après voilà, il y a d'autres soucis qui vont arriver, ils vont trouver d'autres solutions pour écouler toujours plus. Et voilà, globalement, c'est un peu cette histoire. En plus de ça, un peu cette histoire amoureuse qui est avec l'actrice de donc Sandra Hüller, qui est donc avec son mari. Mais il y a aussi un autre homme, on comprend qu'il y a plus ou moins une histoire, un triangle amoureux quoi, avec les trois. Mais la relation est assez particulière, et bon, ça je vous laisserai le découvrir pendant le film. Mais voilà, en vrai, le film, il est vraiment good vibes. C'est le genre de film on est entre amis, en famille, tout ça, et où les choses se passent bien. Alors voilà, je spoil pas tout le film, hein. Bon, il y a des hauts et des bas, mais globalement, l'atmosphère, c'est cool. Tu sens vraiment cette famille-là, et même cet immeuble, ils ont quand même une bonne communauté, qui sont dans je pense que c'est vraiment la période qui veut ça, mais l'après-URSS, l'après-chute du mur de Berlin, la nouvelle liberté. Voilà, il y a plein d'insouciance et tout ça, un passé rebelle, et en fait, voilà, leur côté juste délire d'avoir pris de l'argent, et qui au final se rendent compte qu'ils peuvent faire de vrai argent avec. Voilà, le film est vraiment cool à regarder. Alors pareil, ce film, il n'y a rien d'exceptionnel, hein, même niveau émotion, honnêtement, et voilà, on va pas tirer les larmes ou quoi que ce soit, mais c'est juste, voilà, on regarde pendant presque 2 heures de film, du good vibe, cette famille, voilà, avec qui on a envie de discuter, de passer un moment, quoi. Trap de Night Shyamalan avec Josh Hartnett, Ariel Donog et Saleka Shyamalan. Ça raconte l'histoire d'un tueur en série qui va se rendre à un concert d'une célèbre chanteuse pour sa fille qui est fan, et en fait il va se rendre compte que ce concert dans lequel il est tout simplement un piège organisé par le FBI pour le choper lui, donc le tueur en série. Et donc pendant le film, il va essayer de trouver des moyens pour avoir une longueur d'avance sur ses flics, et pour tout simplement essayer de s'échapper sans se faire choper. Le tout sans éveiller les soupçons de sa fille. Alors, je suis mitigé sur le film. Dans l'idée, de toute façon, avec tous les films de Shyamalan, en général, c'est cool. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas le réalisateur, je trouve qu'il a des concepts forts qui sont novateurs. Donc rien que pour ça, je trouve que ça change de voir des films de Shyamalan. Là-dessus, je suis quand même content d'avoir vu le film, parce que c'est voilà une idée un peu cool qui change, où le personnage principal est le tueur. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, ça joue sur le fait de savoir si est-ce qu'on veut qu'il se fasse choper, ou est-ce qu'on veut qu'il s'en sorte. Et il y a un peu une ambivalence, parce que le mec, c'est quand même un gros tueur en série, hein, qui découpe les gens et tout, donc je veux dire, il est pas à sauver, hein, en soi. Mais pendant le film, t'es quand même un peu avec lui en se disant, bah vas-y, faut qu'il s'en sorte. Donc c'est ça je trouve, qui est intéressant. Ça a déjà été fait, hein, d'être pour des tueurs en série. Mais je trouve que là, surtout qu'il n'y a pas forcément d'empathie avec lui. Par exemple, je pense à Dexter, une série en plus, où le personnage, tu t'attaches à lui au fur et à mesure des épisodes. Enfin, il a un certain code d'honneur, enfin bref, je vais pas entrer dans la série. Là, dans le film, bah, tu connais pas sa vie, tu connais pas son passé, et on te dit que le mec, c'est un gros taré, quoi. Donc, à part le fait qu'il ait une fille, et qu'il a l'air vraiment d'aimer sincèrement sa fille, c'est le seul truc qui peut le rendre un peu empathique. Mais sinon, le reste du film, bah, il y a absolument rien. Donc, on devrait avoir toutes les raisons de le voir se faire choper. Et pourtant, il y a quand même une petite envie de le voir s'en sortir. Mais après, à côté de ça, c'est beaucoup trop gros. On n'est jamais sous pression pendant le film, parce que le mec, il trouve, à chaque fois pendant le film, il trouve des solutions pour s'en sortir. Et c'est des solutions, tu te dis, mais vraiment, l'équipe des policiers, c'est vraiment des grosses buses, quoi. Enfin, la sécurité et compagnie, c'est trop gros en fait. C'est ça qui est pas intéressant, c'est qu'il n'y a pas de suspense dans le film, parce que tout est facile et tout est gros. Donc là, je vais spoiler à partir de maintenant, quand il arrive à sortir de ce concert avec la chanteuse. Ce qui se passe chez eux et tout ça, c'est intéressant. Là, encore une fois, l'idée est cool que la chanteuse, elle s'invite chez le tueur, avec sa famille et tout. Même la deuxième partie, je trouvais que ça faisait un renouveau, mais à partir de là, c'est n'importe quoi. Enfin, le mec, il arrive à s'en sortir, alors qu'il y a toute la police autour de lui, sa maison, qui a une trappe, qui met dans le jardin du voisin, il s'en sort. À un moment donné, il est dans la limousine, où il y a la chanteuse qui est dedans. Le mec, il dit au chauffeur, oui, je prends le relais. Enfin,
ça n'arrive jamais en fait. C'est beaucoup trop simple là dans le film. Le mec, c'est vraiment un caméléon au sens propre, quoi. Il change de vêtements et de tête, on sait pas comment. À un moment donné, la scène la plus aberrante, c'est quand il est donc dans la limousine avec la chanteuse, et là il se fait arrêter par une foule, où toute la foule est derrière la voiture, en essayant de regarder la chanteuse qui est derrière des vitres teintées, mais aussi qui regarde le chauffeur, où les vitres du chauffeur ne sont pas teintées. Et donc là, le mec, il a le temps de se rechanger, d'ouvrir la porte, il a mis après le chapeau, les vêtements à la place de lui, comme s'il y avait un chauffeur, de se barrer dans la foule pendant que les flics arrivent, et qu'ils ouvrent la porte et qu'ils voient qu'il y a personne. Enfin, c'est n'importe quoi, vraiment. Genre, quand il est sorti, il y a personne qui l'a vu, enfin... Là, c'est beaucoup trop gros. Et puis, c'est vraiment jusqu'au boutiste, c'est-à-dire que même à la fin, quand il se fait finalement menotter dans un fourgon et tout, là, on apprend qu'il a pris un truc dans un vélo et qu'il va se libérer de ses liens, et ça finit comme ça. Mais en fait, c'est ridicule parce que on te présente le personnage comme un gros psychopathe tueur en série qui est maniaque, très bien, mais là, en fait, le mec, c'est Houdini, c'est-à-dire que c'est le maître de l'évasion. Ça, combiné au fait que le mec soit en fait impossible à attraper, ça enlève vraiment tout suspense au film. Mais pour finir, j'aimerais quand même préciser le jeu d'acteur de Josh Hartnett. Ça fait tellement plaisir de le revoir. Ça faisait franchement, peut-être une décennie qu'on l'avait plus vu, ou alors à part une apparition dans un second rôle, et je sais pas pourquoi il a disparu des radars. Alors ça fait bizarre parce que il a un peu pris de l'âge, mais bon, il a l'air toujours en forme, mais surtout, on n'a pas l'habitude de le voir dans ce genre de rôle, où il joue un psychopathe, et alors, il joue très très bien. Pendant le film, au début, c'est un peu bizarre, parce que, mais ça je pense c'est la photo de dialogue, qui sont un peu pourris, mais sinon, lui, en tant que vraiment son jeu d'acteur, je le trouve vraiment impeccable, et surtout à la fin, la scène avec sa femme, quand il est au repas et tout, je la trouve vraiment incroyable. Enfin, lui, son jeu d'acteur, j'adore. Et la toute scène de fin aussi, quand il est dans le fourgon et qu'il se rend compte qu'il arrive à se libérer de ses menottes, où il rigole, parce que peut-être pour dire que c'est trop facile, ou qu'il a réussi, qu'il s'étonne lui-même. Et là, sur le coup, du coup, le fait qu'il ait ce visage, je l'ai trouvé super. Pour l'originalité du film, mine de rien, le fait de suivre un tueur qui est enfermé dans un piège dans un concert, et de voir comment il va s'en sortir, même si c'est facile, et le jeu d'acteur de Josh Hartnett, je conseille de voir le film. La nuit se traîne, de Michel Blanchard, avec Jonathan Feltre, Natasha Krief, Jonas Bloquet et Romain Duris, entre autres. Ça raconte l'histoire d'un jeune serrurier qui, suite à une mauvaise rencontre, va débloquer l'appartement de quelqu'un pour une personne qui n'est pas la bonne personne. Il va donc se retrouver dans le mauvais appart de la mauvaise personne. Il va se faire agresser, à la suite de quoi il va se faire choper par en fait un groupe de gangsters qui vont lui demander de lui retrouver l'argent. Dans cet appartement, il y avait un sac d'argent, mais lui, comme il s'est tout simplement fait avoir et qu'il n'a rien à voir là-dedans, explique qu'il est innocent, mais à partir de là va se jouer une espèce de traque, de poursuite, en partie de la personne qui l'a arnaqué et en autre partie de lui-même qui essaye d'échapper à ce groupe de malfrats. J'ai bien aimé le film, j'ai trouvé que le rythme était intéressant, il y a quasiment de l'action presque tout le temps, à part voilà quelques moments où il y a un peu de repos, mais sinon on est quand même en haleine, à savoir donc à suivre ce jeune garçon qui, le pauvre, est là au mauvais moment, au mauvais endroit, et qui va essayer de sortir de ce bordel. Et alors c'est sympa parce que donc il y a quand même plusieurs intrigues au film, c'est-à-dire qu'il y a cette personne qui se fait passer pour quelqu'un d'autre qui récupère l'argent dans cet appartement, lui qui se fait choper par ce groupe de malfrats, et en même temps, il y a un petit twist dans le film où on apprend donc plus ou moins qui est l'identité de la personne qui a volé, et en gros l'entourloupe qu'il y a dedans. Donc en fait, il y a une course-poursuite dans la course-poursuite dans le film, et ça voilà, j'ai trouvé plutôt cool. Toutes les scènes d'action, enfin que ça soit de la course-poursuite, même des fois des bagarres ou des trucs comme ça, je les ai trouvées bien faites. Le personnage de Romain Duris qui joue un méchant, enfin alors moi j'ai appris à aimer Romain Duris, parce qu'avant je le détestais et maintenant je l'aime beaucoup, et du coup là dans le rôle je trouve qu'il fait le taf, il joue vraiment le caïd un peu au sang-froid, qui a une manière plutôt particulière de tuer ses ennemis. Sinon oui, même les acteurs secondaires, il y a celui qui joue le mec, le blond là, cheveux décolorés, qui est plus ou moins tout le temps avec le héros. J'aime bien aussi cet acteur, je sais plus, je crois que j'ai déjà vu dans un autre film, et l'acteur principal qui a joué je crois dans Les Rascals, que j'avais vu aussi, mais qui est un jeune acteur, pas très connu, mais du coup voilà, je trouve qu'ils font tous le taf, et voilà, c'est pas un grand film, il n'y a pas des trucs de fou, mais je trouve que voilà, on passe un bon moment devant le film, il dure 1h30, et voilà, pendant 1h30 on s'ennuie pas, et surtout en fait on espère que le gars va s'en sortir, il va réussir à échapper à ses assaillants. Donc voilà, je conseille le film. Alien Romulus de Fede Alvarez avec Kaylee Spaeny, David Johnson et Archie Reno, entre autres. Ça raconte la suite du premier volet d'Alien. Donc en fait, on nous montre que parmi les planètes qui ont été terraformées et colonisées par
les humains. Il y a un groupe de jeunes qui est dans une planète où il n'y a absolument pas de soleil visible et où ils travaillent comme des chiens à la mine et compagnie, dans des situations déplorables. Et ce groupe de jeunes veut quitter cette planète pour en aller sur une autre qui apparemment est beaucoup plus belle et où il fait mieux vivre. Il y en a un qui repère une épave qui va se cracher dans les anneaux de leur planète. Et donc ce groupe va se décider, comme ils savent qu'ils ne pourront jamais quitter la planète, ils vont décider de rejoindre en fait avec leur petit vaisseau de bord cette épave, en essayant de récupérer leur espèce de capsule de cryogénisation, parce que le voyage sur la planète qu'ils veulent visiter, c'est je crois 6 années, et du coup ils ont besoin de ces capsules. Et donc ils vont aller sur cette épave, et les choses ne vont pas se passer comme prévu. Eh bien je suis aussi un peu mitigé sur le film. Globalement, j'ai bien aimé parce que c'était une bonne expérience de cinéma un peu horrifique, en mode huis clos. Ça renouvelle le genre d'alien, hein. Bon, de toute façon, on en a un peu tous les 5 ans des aliens. Là, je pense que voilà, en termes même d'effets spéciaux, de techniques, des aliens en eux-mêmes, je trouve que c'est le meilleur film. Vraiment là, bah forcément, avec les effets spéciaux, ça aide. Facehugger, là, les espèces de petites araignées sur pattes qui te foncent à la tête, ils les ont bien exploités. Et les aliens en soi, hein, je trouve que les plans... quand l'alien se forme au début, qu'elle arrive, je le trouve vraiment super. Même les autres plans, quand on les voit un peu de loin, leur façon d'attaquer, d'utiliser leur queue. Vraiment, j'ai trouvé voilà, l'utilisation de l'alien impeccable. Ensuite, il y a une autre scène que j'ai trouvée excellente. Hein, je pense que c'est vraiment la scène culte du film. C'est le moment où l'héroïne bute plein d'aliens, il donc fait beaucoup de sang, le sang qui est de l'acide, dans un moment où il n'y a pas de gravité. Et donc du coup, les personnages vont devoir se frayer un chemin dans le sang acide qui flotte. Donc cette scène, on la voit vite fait dans la bande-annonce, mais c'est une scène vraiment stylée. Ensuite, ce qu'on peut mettre dans les points positifs, même si je trouve que c'est pas du tout réaliste et représentatif d'une vraie ceinture d'astéroïdes, mais c'est justement cette ceinture-là, qui est une espèce en fait de plage de cailloux et de glace, sur lequel ils arrivent progressivement dans le film. Et voilà, il y a plusieurs scènes avec ça que j'ai trouvé vraiment belles. Sinon, ça s'arrête là pour les points positifs. Parce que le reste, alors, bon, déjà, ça reste un alien, et au final, c'est toujours la même chose. Je veux dire, on n'avance pas. Depuis le premier film qui a été fait, l'histoire n'évolue pas. Donc ça, en vrai, c'est un peu relou, quoi. Enfin, j'ai l'impression que cette saga tourne en rond. Soit on essaye de continuer dans l'explication de ces trucs, soit on fait des reboots complètement à zéro d'histoire et tout. Mais là, ça reste dans un peu le même univers, c'est la suite du premier, donc il y a eu plein d'aliens. Là, on revient à un film qui s'insère entre deux aliens, alors qu'après, il y a eu les Prometheus et le Covenant. Rien que pour ça, c'est un peu relou. Ensuite, les personnages, il y a toujours le rôle de l'androïde, hein, du robot, qui est toujours ambivalent, à un moment il est gentil, à un moment il est méchant. Ça aussi, c'est un peu relou à force, hein. On sait qu'il faut se méfier de l'androïde, alors finalement est-ce qu'il est gentil et tout, enfin, on l'a déjà vu en fait dans les aliens. Et le truc du début en fait, c'est que donc ce groupe de jeunes qui sont des employés de base, hein, des mineurs et tout, les mecs en fait ils ont un vaisseau à eux qui leur permet d'aller dans l'espace. Alors déjà ça, je sais pas si c'est trop crédible, et surtout qu'en fait c'est les seuls à savoir qu'il y a une épave qui va se cracher sur les anneaux, genre la planète, hein, j'aime bien qu'ils sont quand même évolués, genre il n'y a pas des missions officielles de l'État, de reconnaissance ou je sais pas quoi, mais qui vont quand même voir la machine, enfin l'épave, et il y a qu'eux qui décident d'aller le voir, enfin je trouve que c'est un peu facile le moyen qu'ils ont pour s'échapper en fait de cette planète quoi, c'est genre ils y vont dans leur vaisseau qui permet d'aller dans l'espace tout seul, d'aller voir cette épave tout seul, et après voilà, s'ils réussissent ou pas leur mission, mais en tout cas pour se barrer tout seul quoi. Donc ça j'ai trouvé un peu gros aussi. Ensuite, il y a un truc, alors j'ai peut-être absolument rien compris, dans cette épave, on se rend compte que c'est en fait le vaisseau du premier film d'Alien. Parce qu'il y a l'androïde, hein, je sais plus le nom de l'acteur là, qui est explosé, hein, donc c'est comme à la fin du premier film, ça veut dire que c'est bien ce vaisseau-là. Mais en fait là, le vaisseau il est immense par rapport à ce qu'on a l'impression dans le premier. Et surtout que quand ils arrivent dans cette épave, on voit qu'il y a énormément de facehuggers qui sont collectés et tout ça, mais dans le premier Alien, c'était pas du tout le cas. Ou alors en tout cas, ils nous l'ont pas montré, mais je veux dire, j'ai l'impression que cette histoire d'alien qui récupère, entre guillemets, sans faire exprès, c'est presque un accident, même si apparemment le droïde avait pour mission de récupérer ça, mais je veux dire, les membres de l'équipage n'avaient aucunement connaissance de tous ces facehuggers qui étaient dans le vaisseau. Enfin, je trouve qu'il y a un truc qui va pas en fait entre le premier film et celui-là. Là, t'as l'impression que c'était vraiment prévu, qu'il y avait tout un truc qui était fait pour ça, avec les labos d'expérimentation. Je veux dire, si à la fin du 1, quand Sigourney Weaver, elle se barre et tout, et qu'elle a quasiment laissé pour mort l'androïde qui est coupé en deux, là, t'as l'impression qu'il s'est passé un autre truc méga bien, mais pourtant l'androïde est toujours dans un état dégueulasse. Donc en fait, vraiment, ça, j'ai pas compris. Et enfin, pour parler peut-être du coup de ce qui arrive à la fin, le fait que il parle donc un peu plus de génome,
de comment créer l'humain parfait en fait, hein. Donc là, c'est la seule explication qu'on a peut-être un peu plus, c'est le but de l'entreprise, c'est de se dire qu'en fait avec leur colonie, les humains ils sont toujours trop faibles et tout pour aller dans d'autres territoires, et du coup voilà, l'idée c'est de faire des humains parfaits. Et donc là, c'est de la femme à la fin qui s'injecte le truc, et que bien sûr comme elle est enceinte d'un enfant, bah en fait ça mute et ça crée un espèce d'hybride. Donc là c'est même plus qu'un xénomorphe, hein, c'est vraiment un espèce d'humain mais qui est dégueulasse. Celui-là, ça aussi c'est un point positif, parce que du coup je l'ai trouvé vraiment extrêmement bien fait, et juste malaisant, malsain, il est dégueu, hyper grand, longiforme, difforme, et ça du coup cette toute dernière scène, enfin ce tout dernier acte du film j'ai trouvé bien parce qu'elle est vraiment horrifique, je trouve que c'est le moment le plus horrifique du film. Mais voilà, c'est une énième manipulation, transformation entre voilà les xénomorphes, les hommes bleus de Prometheus, les mutations qu'il y a dans Prometheus et Covenant, l'hybride qu'il y a dans Alien 4, et là maintenant cet hybride, en fait ça part dans tous les sens, et pour pouvoir se repérer et trouver un truc cohérent, enfin vraiment faut s'accrocher quoi. Et je sais même pas s'il y a vraiment quelque chose de cohérent. Donc voilà, pour finir, je conseille quand même le film, parce que ça reste un alien, et généralement les aliens sont plutôt pas mal, et celui-là en l'occurrence est bien fait, on retourne dans un côté un peu horrifique, huis clos, qui est vraiment bien fait sur le plan visuel, sur la forme. Donc voilà, si vous voulez chercher plus de profondeur, c'est pas forcément le cas, mais en tout cas, on passe un bon moment. City of Darkness de Soi Cheong avec Louis Koo, Sammo Kambohong et Raymond Lam entre autres. Ça raconte l'histoire d'un jeune homme qui part se réfugier à Hong Kong pendant les années 80 et qui veut en fait tout simplement obtenir, alors je pense que c'est un chinois, c'est pas vraiment clair dans le film, mais je pense que c'est un chinois qui part se réfugier à Hong Kong, qui à l'époque appartient à l'Angleterre, et qui est donc voilà une cité-état beaucoup plus libre que la Chine, et du coup il veut obtenir des papiers là-bas, sauf qu'il va faire des mauvaises rencontres avec notamment la mafia chinoise, hein, la triade, ça va partir en cacahuète, et il va partir se réfugier dans une citadelle qui s'appelle la citadelle de Kowloon. Et alors j'ai regardé à la fin du film, et de toute façon c'est dit à la fin, c'est une vraie citadelle qui a vraiment existé à Hong Kong, et vraiment l'image c'est vraiment ça, j'étais surpris de voir que ça existait. C'est un espèce de ghetto taudis, énorme quartier d'immeubles, et en fait j'avais lu après que c'était l'endroit le plus dense du monde en termes de population, parce que vraiment tout est collé, c'est vraiment des maisons, des appartements les uns sur les autres, et où une mafia aussi règne dans cette citadelle. Et donc on va le voir suivre, et clairement le film c'est un actionneur, hein, un film d'action, où il va avoir des représailles entre différents membres de la triade, et il va avoir des histoires de famille, de vengeance et compagnie. Et j'ai bien aimé le film aussi, j'ai mis du temps à le voir, ça faisait un moment que je voulais le voir, mais j'avais jamais le moment pour le faire, il y avait pas beaucoup de séances, et donc je pense que là, à l'heure où je vais envoyer la critique, il y aura presque plus de séances dans les cinémas, mais bon c'est pas grave, ça valait le coup, c'est un film chinois, hein, il me semble, et du coup voilà, c'est un bon film d'action, je trouve que, en fait, j'aime bien l'ambiance de ce genre de film, avec ce personnage, ce héros, et les personnages qui gravitent autour de lui, comme le film est fait, c'est-à-dire quand il rentre dans cette citadelle, comment il va s'intégrer avec le patron de la mafia, et les habitants, cette espèce de famille qui va se créer, comment lui va essayer d'apprendre un peu tous les métiers qu'il y a là-bas, pour essayer de s'intégrer, gagner de l'argent, etc. Et je trouve que l'ambiance, elle est vraiment bien faite, on aime voir ce mec un peu évoluer dans cette citadelle, voir ses amis qui se fait au fur et à mesure, cette famille qui se crée. J'ai vraiment bien aimé l'ambiance, même après du coup les scènes d'action, hein, qui sont cool, mais voilà, après faut pas chercher, c'est pas un grand film non plus, hein, il est pas exceptionnel, ça reste un bon film à voir, c'est sympa. Juste il y a un truc que j'ai pas compris dans le film, mis à part le fait que on peut considérer que c'est fantastique dans le sens les scènes de combat, les mecs font des sauts, ils marchent sur les murs, ils font des trucs un peu dingues, mais ça reste dans un environnement réel, et le film est réaliste quoi, ils ont pas des pouvoirs. Et en fin de compte, il y a un personnage dans le film qui a des pouvoirs. Et ils le disent même dans le film. Et même lui, c'est un méchant, il fait des gestes avec ses doigts qui permettent de lui créer un mur invisible sur sa peau. C'est-à-dire qu'ils ont beau le taper avec des épées, essayer de le transpercer et tout, ça s'arrête sur sa peau. Et il est invincible. Et ils en parlent dans le film. Ouais, là, il a perdu son pouvoir et tout. Et ça, c'est bizarre. Moi, ça me perturbe. C'est très rare dans les films, hein, que ça fasse ça. Mais c'est quand, voilà, le film est réel, dans un environnement réel où il y a un truc qui est fantastique dedans. C'est pas, voilà, comme chaque personnage a des pouvoirs, etc. Non, c'est vraiment ce mec-là, on sait pas pourquoi. Il a ce pouvoir d'invisibilité. C'est pas expliqué dans le film jusqu'à la fin. Et ça me perturbe. C'était pas dérangeant, hein, c'est pas mauvais pour le film, mais c'est quelque chose qui me perturbe. Bref, si vous voulez voir un film vraiment cool d'action à Hong Kong, allez le voir avant qu'il ne soit plus dans les salles. Blink Twice de Zoé Kravitz avec Naomi Aki, Channing Tatum et Alia Shawkat entre autres.
Ça raconte l'histoire d'un milliardaire, un jeune milliardaire, qui a fondé une énorme entreprise tech et qui aussi transporte des casseroles. Il a fait plein de mauvaises choses qui apparemment sont très controversées. On nous dit jamais ce que c'est dans le film. Voilà, il décide de faire un mea culpa, de s'excuser publiquement et de se retirer sur son île privée, tout en investissant dans une énorme fondation avec son entreprise, voilà, pour donner de l'argent. Et donc à côté de ça, ça suit l'histoire d'une jeune femme qui connaît apparemment ce milliardaire, ou en tout cas qui s'y intéresse, qui va lors d'un gala, qui travaille en fait dans la restauration, et elle va participer à ce gala où il y a ce milliardaire, et elle va, avec son ami, elle va essayer de se rapprocher de lui. Ça va marcher, il va avoir un truc, des suites d'événements qui font que il va leur proposer aux deux femmes d'aller sur son île pendant les vacances, ce qu'elles vont accepter. Sur l'île vont débarquer dans l'avion, donc un groupe de, je crois qu'au total ils sont à peu près une dizaine de personnes, et donc ils vont vivre dans la maison du milliardaire, et pendant le séjour, ils vont faire la fête, manger super bien, boire très bien, et aussi prendre tout un tas de drogues. Le tout dans un consentement éveillé. Sauf que, bien évidemment, les choses ne vont pas se passer comme prévu. Certaines personnes vont trouver que quelque chose cloche sur l'île, et vont commencer à avoir des visions ou des choses un peu étranges. Et bien sûr, ça va dégénérer. Et bien, j'ai beaucoup aimé le film, je l'ai trouvé vraiment top. Déjà, alors, je vois que c'est Zoé Kravitz qui avait le film, donc la fille de Lenny Kravitz. Et alors, c'est son premier film, et vraiment chapeau, vraiment très bien réalisé. J'ai trouvé l'idée originale, et vraiment le film en soi, c'est-à-dire sur la forme, comme il est monté, filmé, les images, la musique, les acteurs. Ce groupe de 10 acteurs, il est impeccable, vraiment, la plupart ne sont pas très connus. Alors bien sûr, on a Channing Tatum, qui est très connu, qui joue l'antagoniste principal, mais on a aussi Christian Slater. Alors, pour anecdote, c'est improbable parce que lui, je croyais qu'il était mort depuis des années, donc c'est vraiment, quand je l'ai revu, je me suis dit non, c'est pas possible, et ça fait plaisir de le voir. On a aussi l'enfant du sixième sens, qui est, voilà, c'est toujours sympa de le revoir une vingtaine ou même une trentaine d'années après. Et donc voilà, on a plein d'acteurs qui sont pas forcément connus, même l'actrice principale, je la connaissais pas avant ce film, mais vraiment, ils jouent tous très bien, et je trouve que l'ambiance du film, elle est vraiment géniale. Ce côté, voilà, bling bling, mais fête, on se prend pas la tête, vraiment tous les personnages devant l'écran, je trouve qu'ils jouent bien leur rôle, on y croit vraiment, on est vraiment avec eux dans cette île paradisiaque. Pour revenir à la réalisatrice, c'est vraiment top quoi pour un premier film quoi. Et donc voilà, pour rentrer plus dans l'histoire, franchement j'ai trouvé que vraiment ça se tenait bien, on avait une première partie un peu avec voilà la découverte, etc., le côté fun, le côté cool. Il y a une bonne dose d'humour, vraiment les scènes sont agréables à regarder. Après on arrive dans le côté vraiment thriller, où on comprend un peu ce qui se passe et tout, qui est donc beaucoup plus dark. Et d'ailleurs, j'ai trouvé ça, et c'est un autre point positif, c'est intéressant, c'est que c'est vraiment trash et hard, la vérité de ce qui se passe sur l'île, et puis les scènes qu'on voit, je trouve que c'est quand même horrible. Mais le film continue à garder un côté léger, notamment avec les deux actrices principales. Les scènes, les moments, même comme elles parlent, comme elles réagissent, surtout la deuxième actrice, qui sont marrants en fait, ou en tout cas, ça fait sourire. Donc voilà, sur ça, j'ai vraiment trouvé bien, je trouve que c'était bien dosé. Là, même ce qui se passe pendant donc la deuxième partie du film, j'allais me demander, à partir du moment où on comprend ce qui se passe, comment elles allaient faire. Et bien sûr, en fait, le reste du film se passe sur un laps de temps beaucoup plus court que le début du film, où il y a plusieurs jours qui passent. Là, en fait, la deuxième partie se passe vraiment sur la journée et la soirée, ce qui est logique du coup. À la toute fin, ce qui se passe après, on va dire la fin, c'est le côté, ce retournement d'utiliser l'artefact, donc à savoir ce venin qu'il utilise comme parfum, comme substance et tout. Utiliser ça contre lui, en fait. Voilà, je trouvais que c'était sympa, que c'était rigolo de faire ça. Donc voilà, allez voir Blink Twice, ça vaut le coup, on passe un bon moment devant. Emilia Pérez de Jacques Audiard avec Zoé Saldana, Carla Sofia Gascon et Selena Gomez entre autres. Ça raconte l'histoire d'une avocate qui est un peu soumise par son patron, qui clairement travaille pour lui et voilà n'arrive pas trop à s'émanciper alors qu'elle a l'air quand même très bonne dans son métier. C'est une Mexicaine et en fait à un moment donné elle va se faire kidnapper par un énorme chef de cartel, voire même le plus gros cartel du Mexique, qui va en fait lui annoncer qu'il a envie de changer de sexe et de genre, qu'il veut devenir une femme. Et ça bien sûr dans le plus grand secret, même de sa femme et de ses enfants. Du coup, l'avocate, elle va se mettre à travailler pour lui, plus ou moins de force, mais aussi surtout parce que il va lui offrir un salaire comme elle n'en a jamais
vu, quoi. Et donc on va suivre l'histoire principalement donc de l'avocate et aussi du chef de cartel devenu femme, de leur relation qu'elles vont avoir dans le futur. Le film est une comédie musicale. Alors, et d'ailleurs, ça serait bien qu'il le change, ce terme de comédie musicale, parce que alors bon, bien sûr, le mot comédie dans le sens large, comme le mot drame d'ailleurs, ça veut pas forcément dire ce qu'on pense, mais le problème c'est que les films comiques ont les estampilles du terme comédie, donc enfin voilà, une comédie musicale, par exemple, voilà, Barbie c'était une comédie musicale, mais là voilà, je le classerais dans les drames musicaux plutôt. Ce genre, c'est vraiment le genre qui me résiste le plus au cinéma. Je regarde vraiment n'importe quel film, n'importe quel genre, je suis ouvert à tout, mais c'est vrai que comédie musicale j'ai beaucoup de mal. Et alors autant Barbie j'avais bien aimé aussi, mais en fait c'est surtout les drames musicaux que j'adore. J'avais vu Rebelle, je crois, qui est sorti il y a 2-3 ans, qui était exceptionnel, et là celui-là il est vraiment excellent aussi. Alors l'histoire en soi elle est plus ou moins originale, hein, chef de cartel qui veut devenir femme. Après ce qui se passe pendant le film etc, c'est pas non plus ultra novateur, mais le film reste bien en tant que tel, en tant que film. Et surtout bien sûr ce qui fait, qui marque et qui retient, bah, c'est la partie musicale du film. Et généralement je trouve les plus fortes sont celles avec Zoé Saldana, et elles sont vraiment incroyables quoi. Les musiques sont exceptionnelles avec les paroles, la chorégraphie dans le film. Vraiment, ça prend au trip. Je l'ai vu, enfin voilà, là j'ai fait ma critique un peu tard, parce que je l'ai vu 2-3 mois avant qu'il sorte. Du coup, c'est un peu compliqué pour me rappeler en détail les plus et les moins. Mais voilà, globalement, il vaut clairement le coup. Même si vous n'aimez pas le genre musical dans le film, là, c'est vraiment un drame musical, et vraiment, ça vous prend au trip. Enfin, les musiques sont top. Et le film en soi aussi est pas mauvais non plus, donc vraiment, je conseille le film.